Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que vous aviez été longtemps ambassadeur d'Israël en France puis en Italie. Et c'est donc à ce titre et pour profiter de votre expérience que nous voudrions parler avec vous ce matin de la rencontre attendue aujourd'hui à l'Élysée entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président français Emmanuel Macron. Une visite qui, comme l'a dit Benyamin Netanyahou, bien va être consacrée et focalisée autour du dossier iranien dans tous ses aspects. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a la capacité de persuader un homme comme Emmanuel Macron de modifier la position actuelle de la France et des partenaires européens de l'accord de Vienne et de faire en sorte que ces pays se retirent ou en tout cas demandent une réouverture de cet accord de Vienne ? Cela m'étonnerait s'il réussit en une fois à convaincre Emmanuel Macron, comme je ne crois pas qu'il a convaincu hier Angela Merkel, mais je ne crois pas qu'il s'attendait à convaincre ses interlocuteurs de changer immédiatement de politique. Je crois qu'il sème là à long terme, c'est-à-dire cette question du nucléaire iranien ne va pas se terminer demain. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de contacts au niveau international entre les États-Unis, l'Europe, qui pour l'instant a sa position et reste sur sa position, la Russie, la Chine, l'Iran, Israël. Et nous sommes entrés maintenant dans un stade où tout le monde se parle pour voir quel est l'avenir de ce problème. Et donc, je crois que Benyamin Netanyahou s'est rendu maintenant en Europe pour justement soulever ce problème à très haut niveau, pour que les Européens comprennent mieux les inquiétudes d'Israël, pour partager avec eux certainement des renseignements secrets que nous avons et qui n'ont pas été publiés. Et donc, c'est surtout pour l'avenir, sur l'avenir, pas sur l'avenir lointain. Mais je m'imagine qu'au cours de cette année, au plus tard, au cours de l'année prochaine, on saura où on en est avec le nucléaire iranien. Alors, sur le dossier du nucléaire iranien et en particulier de cet accord de Vienne, vous dites que donc il faudra être patient, ça va prendre du temps avant de parvenir à on va dire, provoquer une brèche dans la muraille d'opposition à tout retrait des Européens de cet accord de Vienne. Mais par contre, sur le dossier de l'omniprésence, ou en tout cas de l'expansion iranienne en Syrie, on a un peu le sentiment que de la même manière que Benyamin Netanyahou a réussi à persuader les Russes de remettre en cause, de remettre sur le tapis la présence de l'Iran en Syrie, là aussi on a le sentiment, peut-être aussi après la rencontre avec Merkel, que c'est peut-être plus facile de persuader les Européens de neutraliser cette influence iranienne en Syrie ? Absolument, parce que les Européens, eux aussi, sont très inquiets de cette omniprésence syrienne, pas seulement en Syrie, aussi en Irak, au nord de l'Irak. Il y a une très forte présence chiite, de milices chiites iraniennes au nord de l'Irak. Il y a une présence iranienne au sud du Yémen avec les Houthis. C'est-à-dire, depuis l'accord signé en 2015, l'Iran, comme une espèce de pieuvre, a lancé ses tentacules un peu partout sur le Moyen-Orient, parce que maintenant, ils en avaient les moyens, il n'y avait plus de sanctions, et l'argent qu'ils ont reçu par ce développement a été investi dans des aventures à l'étranger, qui inquiètent beaucoup, évidemment, les Européens, pas seulement les Européens, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, si justement les Russes aussi, et Israël en premier lieu, évidemment, mais des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme les principautés du Golfe. Donc là, les Européens, là, je crois que nous sommes d'accord, comme nous sommes d'accord d'ailleurs avec les Européens sur la nécessité d'empêcher le développement du projet des missiles iraniens, parce que là aussi, les Européens qui, sur le nucléaire, semblent vouloir prendre un ton plus modéré sur la question du développement des missiles iraniens. Ils sont très très fermes et je peux le comprendre parce que
Jusqu'à maintenant, les Iraniens avaient développé des missiles qui, oui, il est vrai, pouvaient atteindre Israël, peut-être la Grèce, c'est pas sûr, mais ils sont en train de développer des missiles qui peuvent atteindre Londres et Paris. Donc, il y a là, quand les Européens voient un danger concret, eh bien, ils se soulèvent. Alors, il y a beaucoup ici de choses communes entre nous et l'Europe sur le dossier iranien, pas sur tous les dossiers iraniens, ok? Mais sur le dossier iranien, je crois que Benjamin Netanyahou a trouvé des interlocuteurs à l'esprit ouvert. Alors, Benjamin Netanyahou, comme je le disais avant de partir vers l'Europe, avait dit qu'il aborderait au cours de ces rencontres deux sujets, l'Iran et l'Iran. Mais il faut bien avouer, et il en a été question aussi lors de la rencontre avec Angela Merkel, le dossier palestinien est un dossier qui mérite on va dire, une focalisation peut-être importante par rapport aux Européens. Parce qu'on a toujours le sentiment, en tout cas vu d'Israël, que les Européens ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans la bande de Gaza, ne comprennent pas la réalité sur le terrain, et cela a valu à Israël au cours des dernières semaines de très vives critiques, d'être placé sur le banc des accusés de massacres contre la population palestinienne dans la bande de Gaza. Finalement, est-ce que Benjamin Netanyahou ne devrait pas consacrer un peu plus de temps pour essayer de mieux expliquer la position d'Israël dans ce dossier ? Eh bien, voyez-vous, justement, Netanyahou, hier, a dit à Merkel, je crois qu'Israël était le pays qui faisait le plus pour essayer d'atténuer la crise humanitaire à Gaza. Parce que si vous voyez qu'est-ce que fait l'autorité palestinienne, au contraire, elle essaye d'attiser les tensions. Les Européens, oui, ils parlent évidemment, ils critiquent Israël, mais ils ne font pas grand-chose pour Gaza. Et c'est vrai, je crois qu'ils ne comprennent pas la situation. Par exemple, regardez cette série d'incendies plutôt, oui, pardon. d'incendies qui s'est abattue sur les zones proches de Gaza depuis ces dernières semaines. Ce sont des dégâts terribles. C'est une chose terrible que de voir cette terre brûler là où il y avait avant des bosquets, des fleurs et des forêts. Et en Europe, personne n'a dit un mot sur cela. Alors pourquoi, Avi ? Comment, vous qui connaissez bien, on va dire, une certaine mentalité européenne, comment vous expliquez ce double langage, ces accusations contre Israël qui se sont intensifiées, en particulier après le 14 mai, les événements du 14 mai le long de la bande de Gaza, de la frontière, et puis ce silence des Européens face à ce qui se passe, ce terrorisme des cerfs-volants. Pourquoi ce soutien de la France, par exemple, à la résolution votée par le Koweït, réclamée par le Koweït au Conseil de sécurité de l'ONU, et mentionnant uniquement le drame des Palestiniens sans insister sur le fait que c'est le Hamas qui cause des attaques en direction du territoire israélien. Comment expliquez-vous cela ? Eh bien, par un parti pris européen, tout simplement. Un parti pris européen pour les Palestiniens, qu'ils soient de Cisjordanie, qu'ils soient de Gaza, qu'ils fassent des manifestations pacifiques ou qu'ils ne soient pas pacifiques, qu'ils brûlent nos champs et nos forêts. Tout cela pallie, évidemment, lorsque vous avez quand même 60 victimes palestiniennes. Le nombre ici parle. Mais au-delà de ça, il y a un parti pris, il faut bien le dire, européen, et c'est surtout en Europe, parce que vous ne trouvez pas ça ni aux États-Unis, ni en Russie, ni en Chine, ni en Inde. Alors oui, d'où ça vient ? C'est ce que je voulais vous demander, c'est-à-dire d'où ça vient ? Est-ce que c'est lié à une forme de vieil antisémitisme qui existe en Europe et qui s'exprime d'une manière ou d'une autre aujourd'hui à travers des critiques envers l'État d'Israël ? Ou alors tout simplement il y a une forme de naïveté un peu béate des Européens face à ce qui se passe dans le Proche-Orient, une volonté de ne pas voir la complexité des choses et de vouloir toujours tout simplifier ? Je crois aussi, vous pouvez ajouter une autre dimension, Daniel. Je crois que le passé colonialiste de l'Europe hante les Européens, parce que tous les Européens, tous,
sans exception, enfin les grands pays européens, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, l'Hollande, l'Italie, ont eu des colonies pendant 100 ans, 200 ans, et ce passé colonialiste les hante. Et il y en a qui voient dans ce qu'Israël fait, qui, à tort évidemment, aussi une activité colonialiste d'Israël dans les territoires. Et c'est ça l'amalgame que les Palestiniens et que les éléments pro-palestiniens, spécialement de gauche dans les pays européens, ont réussi à pousser au premier rang de l'attention publique là-bas, en faisant l'amalgame de ce qu'ils ont fait pendant le 19e et le 20e siècle en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, avec ce qui n'est pas du tout semblable, mais avec notre politique dans les territoires de la Cisjordanie. Et c'est de là, je crois, que provient. Ajouter peut-être une pincette de sel antisémite, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et là, vous avez l'ingrédient parfait pourquoi Israël est critiqué sur ce plan-là, mais est d'autre part soutenu, par exemple, dans son combat pour éviter que l'Iran ne prenne pied en Syrie. Vous avez vu, lorsqu'Israël a été attaqué par l'Iran sur le Golan et a répondu d'une façon extrêmement forte et décisive, l'Europe a applaudi. Donc, il faut essayer de séparer ce problème palestinien aussi de nos autres relations avec l'Europe. Les relations bilatérales sont excellentes, les relations commerciales sont excellentes, les relations de tourisme, d'éducation, de culture sont excellentes. Mais vous avez ce point d'achoppement du problème palestinien que d'une manière ou une autre, ils voient comme un problème de colonialisme. Alors, une dernière question, Vipassner, cela ne vous a pas échappé. En début de semaine, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que, étant donné que l'État d'Israël n'est pas membre à part entière de l'Alliance Nord-Atlantique, eh bien, l'OTAN ne lui viendra pas en aide en cas de besoin. Et la question que je vous pose, c'est que signifie en fait cette formule presque surfaite qui est souvent dans la bouche des dirigeants français en particulier, qui consiste à dire nous garantirons la sécurité de l'État d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire si, par exemple, l'OTAN n'est pas capable de venir en aide à l'État d'Israël si l'État d'Israël devait être menacé par une puissance, dirons-nous, comme l'Iran? Bien, premièrement, Daniel, je ne crois pas que cette déclaration était extrêmement intelligente. Qu'est-ce qu'il avait besoin de déclarer? Tout le monde sait qu'Israël n'est pas membre de l'OTAN, donc que l'OTAN n'est pas obligée légalement, du point de vue de la jurisprudence internationale, de venir en aide à Israël. On le sait. Et d'ailleurs, je dois vous dire que jamais nous n'avons demandé l'aide ni à l'OTAN, ni à personne, parce que nous voulons nous défendre par nous-mêmes. Parce que nous avons vu que quand une autre puissance défend un petit pays, quand ils en ont assez, alors ils ne le défendent plus. Nous n'avons jamais demandé cela à l'OTAN. Donc, je vois cette déclaration comme un manque peut-être pas d'intelligence, mais certainement de compréhension de l'état des choses. Maintenant, vous avez demandé une autre question. Il est vrai que la France assure toujours, et je crois qu'elle est sincère, que la sécurité, la viabilité de l'État d'Israël est une chose importante pour la France, je le crois. Maintenant, comment est-ce que la France peut traduire cela en temps de guerre ou de tension? Ça, je ne sais pas. Il faut demander, ça c'est une chose qu'il faut demander aux autorités françaises, parce qu'il y a là, je suis d'accord avec vous, il y a là une grande différence entre des déclarations qui prouvent la bonne volonté, évidemment, pas seulement de la France, de toute l'Europe, c'est l'Europe qui dit ça, et puis des moyens qu'ils ont pour venir à la défense d'Israël. Vous comprenez? Et ça, c'est une chose, personne ne s'est jamais vraiment penché sur ce sujet pour étudier les détails.
Et on a plutôt vu cela comme une déclaration de bonne volonté de l'Europe à l'égard d'Israël. Bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir aidé à mieux comprendre en fait les enjeux de cette journée, de cette rencontre aujourd'hui entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le président français Emmanuel Macron, et également, on va dire, de ce qui se passe dans le positionnement de l'Europe par rapport à Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Vérité et bonne journée. Merci à vous.